Depuis tout petit, j'y suis tombé dedans, j'y suis resté. Ça me fait trembler, ça c'est beau, quoi. C'est des purs moments de bonheur, quoi. On peut pas rêver mieux, quoi. C'est vraiment de la chasse, c'est de la chasse extrême. Eh ben, les sangliers courent toujours. Extraordinaire. C'est un beau, hein. Oh la vache! Il est énorme! C'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour vous présenter en pratique. Merci de nous retrouver dans Seasons Magazine. Seasons, la chaîne des chasseurs et des pêcheurs, disponible sur CanalSat et Numéricable. La collection DVD Seasons, c'est la sélection des programmes que vous avez préférés sur Seasons. Partez chasser petit et grand gibier, en battu, à l'approche, à l'affût. Partez pêcher en mer ou en eau douce. Une collection incontournable de plus de 60 films pour vivre vos passions toute l'année. À découvrir sur seasons.fr. Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, cette journée de battu, accordée par la Présidence de la République, a été organisée par le personnel du domaine national de Chambord avec le concours des rabatteurs, des maîtres chiens et de la gendarmerie. Au cours de cette journée, vos invités ont tiré 123 coups de feu et prélevé 35 sangliers. Sonneur, les honneurs. Et maintenant, vous pouvez tirer. Ah, Fifi, c'est bien. Allez, allez, là! Chambord, dans l'imaginaire collectif, c'est avant tout un château. Mais la réalité, c'est que François Ier, lorsqu'il a voulu Chambord, a voulu faire un domaine de chasse. Donc Chambord, la réalité de Chambord, c'est un domaine, un immense domaine, vaste comme Paris, avec en son milieu un château extraordinaire, mais également un village et un mur d'enceinte de 32 km, ce qui fait de la forêt de Chambord la forêt close la plus vaste d'Europe. Le brame reste une période phare de Chambord, donc Chambord étant connu pour ses populations de cerfs. Pendant toute cette période, donc, nous sortons matin et soir, donc très tôt le matin et très tard le soir, de manière
à suivre les animaux et à dénombrer et identifier les plus grands cerfs bramants. Donc, ce qui nous permet d'avoir un état avant saison, de connaître exactement notre cheptel cerf et déjà de désigner certains cerfs qui seront prélevés au titre de la récolte. On recense tous nos gros cerfs, disons, qui sont maîtres de place, hein, comme ceux qu'on a devant nous là sur la prairie des Comtes Thibault. Et on fait une fiche d'identité de chaque cerf avec un petit croquis. On dessine la ramure et puis ensuite on essaie de faire une photo et ça nous permet de suivre nos cerfs d'une année sur l'autre. Il y a des cerfs qu'on suit comme ça, qu'on peut suivre pendant 6, 7, 8 ans. Ça nous permet de voir un petit peu l'évolution d'une année sur l'autre. Là, je suis en train de décrire un 16 corps. Et un des plus beaux cerfs du parc. Ça fait déjà plusieurs années qu'il brame sur les Comtes Thibault. C'est un cerf qui l'année dernière portait 17, il portait 9 et 8. Là, cette année, il est 8 et 8. Un cerf qui commence à avoir de l'âge. Des grands andouillets, des grands surandouillés, hein, pratiquement égal aux andouillets de massacre. Petite fourche oblique. Et grâce à ces petits détails-là, c'est ça qui nous permet de suivre nos cerfs et de les reconnaître. Donc là, je vais marquer aussi le nombre de biches, le nombre de fans. Donc là, c'est pas compliqué. On va mettre 2 biches, un fan. Les brames sont différents. Il y a des années où c'est plus actif que d'autres, mais ça, c'est en fonction de bien des choses, hein. C'est d'abord la température, si on a de la sécheresse, si le temps est pluvieux ou autre, ça peut jouer sur le brame. Les glandés aussi, hein, quand on a une forte glandée, quand on voit pas de biches sur les prairies, on dit ah ben oui, les biches elles sont sous bois. Il y a des années où on voit beaucoup de combats, enfin quand je parle c'est surtout sur les Comtes Thibault parce que c'est une prairie un peu mythique, mais ce qui provoque aussi les combats souvent, hein, c'est le fait c'est un peu les déplacements des biches d'un côté et de l'autre de la prairie. Hein. C'est eux qui provoquent un peu aussi les combats entre les cerfs. C'est celui que tu connais? Quand je suis arrivé, il était déjà sur la place. Je suis arrivé, il était 19h25, il était déjà sorti. J'ai fait quelques photos pour vous. Vous avez vu l'épaisseur des... Ah oui, ça en fait, il est beau. Qui est descendu, qui est au-dessus de l'étang, qui est descendu, qui remonte aussitôt. Il est joli. Hein. C'est un 12, un beau 12. Hein. Un nouveau cerf au Comtes Thibault. Donc c'est un 16. Ah, il est ouvert, hein, 8 et 8. C'est un cerf de toute façon que je connais. Hein. Référence du brame. Alors ça doit être le 30 de l'année dernière. Numéro 30, oui. L'âge du cerf. L'âge du cerf, plus de 10 ans. Le cerf n'est plus de 10 ans l'année dernière. C'est un cerf une trochure fourchue. Des trochures fourchues. D'accord. Alors, une photo? Photo, oui. Photo, oui. La gestion menée sur Chambord par mes prédécesseurs depuis plus de 30 ans permet d'arriver à des résultats qui sont quand même exceptionnels, notamment pour l'espèce cerf, puisque nous récoltons chaque année des trophées âgés parfois de plus de 15 ans, donc fruit d'une bonne gestion qui permet de faire vieillir les animaux et d'effectuer de réels tirs de récolte. Les tirs de sélection démarrent aussitôt le brame, on va dire, terminé, même si ça peut bramer encore début octobre, et ce jusqu'à début novembre, donc pendant à peu près un mois. Donc, un certain nombre de tireurs sont invités à venir chasser. Donc, nous chassons exclusivement à l'approche et à l'affût. Donc, nous accueillons les tireurs à la ferme de la Hannetière, où leur sont rappelées les consignes de tir qui vont être données. Donc,
L'ordre de tir est toujours donné par le guide accompagnant le chasseur. Des quotas sont fixés par chasseur en fonction du plan de chasse à réaliser. Classiquement, un grand cerf et biche étant. C'est bon, vous avez tout là? Là, on va effectuer un tir à 100 mètres. Il est toujours bon de contrôler la carabine. Il peut y avoir un choc. Et c'est vraiment dommage de blesser un animal avec un mauvais réglage de lunettes. Voilà l'impact. Donc on est à... Qui est bien au-dessus, mais qui devrait être là. Oui, il devrait être un peu plus bas. Donc à mon avis, enfin, moi je suis réglé à 200 réglage, mètres. elle est réglée un petit peu haut. Je suis à 200 mètres normalement, mais... 3, je pense que c'est assez. Et là, ça a donné quoi la croix? Tout petit peu. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est remontée? La croix, elle a remonté un peu. On peut faire un essai sur le bâton? Ouais, je veux bien. Pour voir la hauteur. Il faut que ce soit haut pour moi. Voilà. Surtout on appuie bien le bois, on n'appuie pas le canon. Il faut que ce soit à cette hauteur-là. Voilà, bah c'est bien. Ouais, c'est bon. Pour moi, c'est bon. Je suis grand. Si on voit un animal, on évite de marcher sur les feuilles, sur le sable. On essaiera de marcher sur l'herbe. On sort tard le soir, en début de saison, on va dire de 17h30 jusqu'à la tombée de la nuit. Nous retrouvons ensuite pour un dîner. Nous repartons le lendemain matin pour une deuxième séance de chasse. Donc affût d'abord, puis approche en matinée, l'inverse le soir, pour tirer biche et faon et avancer dans le plan de chasse. On a fait cette chaise, c'est pas de la vie, il y a beaucoup d'animaux. On va ramasser les glands là. Une biche et un faon. Là ils sont loin. Ils sont à plus de 200 mètres, donc il faut essayer d'approcher. Et la biche, elle est en alerte. La première règle est de ne pas faire d'orphelin. Donc si on a une cellule de biche-faon, bichette, biche-faon, daguet, on commencera par tirer le faon. Et ensuite, si l'occasion se représente, éventuellement de tirer la bichette et enfin la biche. Qu'est-ce qu'il y a? On a des animaux qui arrivent. Super. On a un très beau daguet. Et devant, on a une bichette. Donc le daguet, on ne le tire pas parce qu'il est très beau. Il mérite de vieillir. Par contre, on pourra tirer la bichette. On a tout notre temps, on les laisse s'approcher. Et quand la bichette sera bien de travers, là on peut la tirer. Et juste avant, je vais lever le filet. Là. Mais là on attend encore un peu. Le vent est bon pour nous, donc on n'a aucune crainte. C'est bon pour moi. Vous prenez bien dans l'épaule. Vous appuyez tout doucement sur la détente. Et maintenant vous pouvez tirer. Voilà. C'est bon. L'animal est tiré, il est bien touché. Ah oui, c'est bon. Beau tir. Pas de lumière.
chercher où est la patte, là je vois pas, faut la retourner peut-être. On va la retourner. Ah bah voilà, voilà. C'est bon. Très bien tiré. C'est bien. Ouais. Félicitations. Merci. L'ordre de tir est toujours donné par le guide de chasse. En aucun cas, le tireur ne peut tirer sans l'accord de son guide. En revanche, le guide ne peut pas imposer à quelqu'un de tirer. Donc, certains chasseurs, ayant estimé qu'ils avaient déjà eu la chance de voir ou émus devant un trophée, ne souhaitent pas prélever l'animal. Ça, c'est à la diligence du tireur. Nous mettons un point d'honneur à rechercher tout animal blessé, que ce soit les sangliers en battu ou les cervidés en tir de sélection. Donc nous avons 2 agents sur le domaine qui sont conducteurs de chiens de sang agréés. Et nous avons également un 3e agent qui dispose de chiens dits forceurs qui nous permettent de mettre un animal aux fermes dès lors qu'il a été localisé par le chien de sang. Ça c'est le jeune, ça. Hein. Et la biche, elle est tirée. Et la biche, elle est tirée juste devant, là. Tu vois, juste devant toi, là. Et elle rentre comme ça, là. La connaissance, la chienne ? Tous les animaux blessés font l'objet d'une recherche. Dans les plus brefs délais, varient de 4 à 12 heures. Là, il y a beaucoup de sang, là. Et après, vous avez suivi jusqu'où ? Bah après, là, tu vois, on a remis un papier là-bas, Et puis après, quand on a entendu le bruit, on a arrêté, hein, parce qu'on s'est dit c'est pas la peine d'assister. Il faut toujours partir où l'animal a été tiré. Parce que souvent le chasseur nous dit j'ai retrouvé du sang là-bas à 200 mètres. Mais le problème, en allant à 200 mètres, le chien n'a pas le temps de s'imprégner complètement de l'animal. Et après, quelquefois, on n'a plus d'indices. Donc il vaut mieux démarrer dès le départ. Et on est passé devant 3 indices où ça avait été bien balisé par des papiers. La chienne est bien passée, elle était bien imprégnée. Après, elle a bien continué. Et puis, à la fin, elle s'est arrêtée, elle nous a indiqué que l'animal était là. Elle a levé son nez. On voyait le petit fouet qui remuait. Et l'intérêt, c'était d'y aller dès maintenant pour arrêter les souffrances de cet animal qui avait une balle en fait de coffre. Bravo Nina. Non, ma fifi, c'est bien. C'est bien Nina. Chaque animal après les tirs est aussitôt ramené donc sur le centre de collecte, soit à l'issue des battues pour les sangliers, donc il s'agit d'un groupe d'animaux, soit lors des tirs sélectifs, généralement c'est 1 ou 2 animaux. Donc ces gibiers sont ramenés immédiatement pour être éviscérés. On procède à cette occasion à des mesures de biométrie sur les animaux, des mesures sur le taux de reproduction, sur l'état sanitaire aussi. Le poids vidé. Ici, chaque année, à Chambord, 500 à 800 sangliers sont prélevés et environ 200 cervidés. Les organes vitaux atteints, cœur, au niveau de l'épaule. À raison du nombre important d'animaux prélevés chaque année sur la réserve, on a été contraint, tant sur un plan pratique que réglementaire, de créer une installation qui soit donc adaptée et classée comme centre de collecte par la préfecture pour des raisons sanitaires et aussi par rapport au fait que cette venaison est orientée vers le marché public. À l'issue de chaque tir, avant l'enlèvement du gibier par le grossiste, les animaux sont contrôlés sur les viscères rouges ou viscères nobles, c'est-à-dire cœur, foie, rein, rate, par un vétérinaire.
Et il examine également à cette occasion les carcasses. Donc il y a bel et bien un suivi et une traçabilité des animaux depuis le tir jusqu'à la consommation par le public. La préparation de la saison de chasse démarre donc environ en septembre, début septembre. Nous commençons à girouiller les lignes de tir en général, à nettoyer donc les ados de fossé, les talus, de manière à avoir des lignes de tir suffisamment larges, offrant toutes les conditions de sécurité pour les battues. Nous aménageons également les nouvelles battues. Donc, nous remettons donc des affûts qui sont fabriqués avec de la bruyère prise sur place, la bruyère de Chambord. Les battues démarrent début novembre et s'achèvent fin février. Donc, chaque année, il est organisé entre 13 et 16 battues de régulation au sanglier. Les chasseurs sont pris en charge dans des Land Rover. Ils sont placés tout autour de la battue, chacun à leur poste. Et ensuite, le rabat s'installe et nous pouvons démarrer la traque par un coup. Donc c'est le rabat qui donne le démarrage de la chasse et non l'inverse. Le chef de rabat revêt une importance particulière puisque chaque battue mobilise à peu près 50 rabatteurs. Allez, doucement, doucement. Tout le rôle de Philippe et de Jacques est donc de veiller au bon avancement du rabat qui conditionne pour partie la réussite de chaque traque. À la fin de chaque traque, les landes viennent récupérer les tireurs qui ont pour consigne de rester à proximité de leur poste. Donc, si ces derniers ont prélevé, je leur demande de bien vouloir ramener les animaux au plus près de la ligne de tir pour faciliter et accélérer le ramassage des animaux. S'ils ont blessé, de bien déterminer la direction de fuite de l'animal de manière à ce que nous puissions organiser dans les plus brefs délais la recherche au sang et éviter ainsi des souffrances inutiles aux animaux. Ensuite, nous nous retrouvons tous à un point situé à proximité de la traque, ce qui nous permet d'échanger nos impressions et faire le bilan, nombre de coups de feu tirés, nombre d'animaux vus, nombre d'animaux prélevés. Donc ça fait 24
Merci bien. Voilà. Ça permet aussi de discuter tant entre rabatteurs et chasseurs qu'entre chasseurs. Voilà, ça doit rester convivial. Il reste quand même une très bonne ambiance qui est appréciée, je crois, de tous. Les maîtres chiens sont des personnes habituées au domaine sur lequel ils chassent depuis un certain nombre d'années. Ce sont des gens qui connaissent parfaitement les tracks, qui ont des chiens qui fonctionnent formidablement bien. Je crois qu'ils font formidablement bien leur travail. Il faut les saluer à ce niveau-là. Le sanglier est un animal intelligent, c'est bien connu, et il est vrai qu'à Chambord, il déploie quelques ruses qui nous mettent parfois en défaut, notamment dans les parcelles les plus fourrées. Il faut vraiment que le rabat marche dessus, entre guillemets, pour qu'il se remette à marcher. Tout notre travail est d'arriver à déjouer leurs ruses et à les faire sortir. Il y a un cochon devant à droite. C'est bon? Eh bien, mon sologno, viens. Allez, viens, mon bébé, viens. Eh ben, ils ont fait une belle chasse là-dessus, hein. Ouais. Le domaine est géré dans sa plus grande partie en taillis ou futé, qui demeure le régime forestier, le régime de conduite de la forêt le plus adapté à la grande faune, tant au niveau des cervidés que du sanglier. Les sans objectifs recherchés au niveau du domaine restent le chêne, donc nous faisons tout notre possible pour maintenir un maximum de chêne sur le territoire. Mi-cheffon. Toute cette gestion permet finalement de recourir le moins possible à de l'agrainage. Nous complétons simplement la nourriture, notamment des sangliers, donc par un apport de céréales dans les périodes un petit peu difficiles, donc soit en sortie d'hiver, avant que la végétation ne reprenne et quand il n'y a plus de clans, soit dans des périodes un petit peu hivernales comme c'est le cas actuellement, où nous avons eu des périodes de froid assez longues et assez peu favorables aux animaux. On n'a pas eu de langue pratiquement, très peu de châtaignes, très peu de pommes, de poires. Les animaux apprécient notre passage. Hein. Ce matin, il y avait moins 14. Le peu de complément de nourriture qu'on leur donne, ça va les aider à passer l'hiver.
J'ai réussi à les prendre. Du plus jeune au plus vieux. L'ambiance des chasses peut être parfois formelle, c'est le cas au tableau, c'est plus solennel. Mais globalement, dans la journée, l'ambiance est bonne, sympathique, détendue. Les gens viennent pour passer une bonne journée et pas pour s'ennuyer. Donc globalement, il y a une très bonne ambiance, tant entre chasseurs qu'entre chasseurs et rabatteurs. Je pense qu'être invité à Chambord, oui, c'est quelque chose de plutôt prestigieux. Je ne dis pas un honneur, mais je pense que ça peut marquer une vie de chasseur, oui. Ah, cochon! Cochon à gauche! Attention les fers à droite! Chambord a été classé réserve nationale de chasse et de faune sauvage en 1947 avec pour but principal la poursuite d'études scientifiques donc sur les espèces de grande faune, et notamment son espèce emblématique le cerf, et également pour le repeuplement de territoires qui ne possédaient pas à l'époque de cervidés. Depuis 1947, environ 4500 cervidés ont été relâchés tant en France qu'à l'étranger pour repeupler des massifs forestiers qui ne possédaient plus de cervidés. Avant tout panotage, on se réunit, tous les gens de terrain, pour décider d'un endroit à la fois où il y a beaucoup d'animaux et qui est accessible. Et puis on prépare toujours deux ou trois panotages au cas où il y en a un qui rate. C'est une organisation assez lourde hein, parce qu'il faut quand même beaucoup de monde. Il y a environ une trentaine de rabatteurs déjà. Il y a 5 équipes de 15 panoteurs, c'est-à-dire que ce sont les gens qui sont chargés d'attraper les animaux, plus les gars qui conduisent les tracteurs, qui amènent les caisses, qui chargent les caisses et qui déchargent les caisses sur les quais. Donc c'est une grosse organisation. Hein. Bien, je pense qu'on a fini pour les panoteurs. J'ai appelé tout le monde. Ensuite, au rabat. Mesdames Echevestre, Berton. Le matin, on se répartit, on fait une dizaine d'équipes de 4 à 5 banderoleurs qui se prépositionnent à 300 mètres de l'endroit où on doit panoter, au top radio, une fois que tout le monde est en place, on banderole les 300 mètres le plus rapidement possible, ce qui fait que l'ensemble du périmètre est banderolé de façon simultanée et très rapidement. Une fois que toutes les banderoles sont mises, on rentre à l'intérieur de l'enceinte fermée avec des tracteurs, à 5 équipes généralement, qui correspondent aux 5 équipes de panoteurs. Et on commence à installer les filets aussi le plus rapidement possible et surtout les relever le plus rapidement possible parce que dès qu'on rentre à l'intérieur, souvent les animaux commencent à bouger et longent les banderoles. Donc c'est important de soulever les premiers filets au bord des banderoles parce que souvent les premiers animaux justement viennent se prendre à ce moment-là. Allez, c'est pris! Courez derrière, il va venir à celui-là. Courez derrière, courez derrière. Cours derrière, il vient celui-là. Il est coché. Il a vu les filets. Il a vu, hein. Et voilà. Ça va pas assez vite, les gars, vous avez vieilli.
C'est bon signe aussi. Hey! Fais du bruit à gauche. Quand on a attrapé les animaux, on les sort des filets. Il faut des équipes de gens qui ont bien l'habitude parce qu'il faut savoir positionner l'animal pour qu'il et l'immobiliser pour qu'il ne s'abîme pas tout seul ou se casser le cou. C'est surtout la partie fragile d'un cervidé, c'est la colonne vertébrale. Hein. C'est pas les pattes comme on pourrait croire, est-ce qu'il s'est cassé une patte? Non, non, c'est la colonne vertébrale, la tête qui se tord, etc. Et en fonction des endroits où ils vont être relâchés, les clients demandent soit qu'on les boucle pour qu'ils puissent les reconnaître hein, avec une boucle plastique à l'oreille ou aux deux, soit un collier rouge, soit un collier émetteur pour pouvoir les suivre. Et quand ils partent à l'étranger, généralement, maintenant, il faut faire des prises de sang pour voir si les animaux sont sains. Donc on fait des prises de sang à tous les animaux, on les emmène au labo. 60 et, bah, c'est 60 et 16. Je vais mettre 60, 16. 60. Voilà. Merci. Si vous voulez, on la repose. Hein. Mesdames, mettez pas de derrière. Les épaules pour que ça aide. Hop. 1, 2, 3. Au moment de la capture des animaux, il faut faire très attention. Bon, en général, les gars sont bien habitués. C'est un peu comme une équipe de rugby. Chacun sait ce qu'il doit faire. Mais c'est vrai que souvent c'est spectaculaire, mais c'est plus spectaculaire que dangereux ou difficile. Ce qu'on prend surtout, ce sont des coups, des petits coups de pied, des choses comme ça. Ce qui fait que c'est vrai qu'à le lendemain d'un panotage, on est souvent un peu courbaturé, quoi, et avec quelques bleus. François Ier, comme vous le savez, était un roi chasseur, un roi bâtisseur, mais surtout un roi chasseur. Et il a voulu faire à Chambord un relais de chasse. On chasse donc à Chambord depuis 5 siècles. D'abord, ce furent des chasses royales. Maintenant, ce sont des battues d'État sur autorisation de la présidence de la République. Et il y a là une continuité historique à peu près unique en France. Et c'est assez émouvant, je trouve, de se dire que l'on part, les chasseurs aujourd'hui, partent du château des mêmes pièces que François Ier et ses invités il y a 5 siècles. Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Président de la Fédération nationale des chasseurs, Messieurs les Présidents de fédérations départementales, Mesdames, Messieurs et chers amis, c'est toujours, vous le savez, pour moi, le vendredi matin, un plaisir et un honneur d'accueillir au nom de l'ensemble du personnel du domaine national une battue de l'ONCFS à Chambord. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je passe la parole à Bernard Bollin. Bien, Monsieur le Directeur, merci pour votre accueil toujours aussi chaleureux. Donc, Monsieur le Président de la Fédération nationale des chasseurs, Messieurs les Présidents des fédérations départementales, Mesdames et Messieurs, chers amis, à mon tour, permettez-moi, au nom de l'établissement public, de vous souhaiter la bienvenue
et vous dire combien Jean-Pierre Poli, directeur général de l'établissement, et moi-même sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette journée de régulation des sangliers, journée offerte par le président de la République. Alors, nous allons ensemble partager véritablement un grand moment de bonheur. Ça, je puis vous l'assurer, parce que toutes les conditions sont réunies. Il y a une espèce de magie chambordine, je me plais à le dire chaque fois. Et c'est vrai que vous avez d'abord un patrimoine architectural dont vous avez un exemple ici, assez exceptionnel. Le patrimoine naturel, ce cadre naturel dans lequel nous allons évoluer tout au long de cette journée. Le patrimoine, la richesse faunistique, puisque nous chassons le sanglier, vous verrez les sangliers, mais vous verrez aussi, vous le savez, pour ceux qui sont déjà venus, de nombreux cervidés, du chevreuil, des mouflons, et grand nombre de petits gibes. Et puis, il y a cette tradition cynégétique à Chambord, et là, c'est toujours la même éthique, la même authenticité, et la même organisation. Je vous souhaite à tous une bonne journée et c'est un grand moment de partage. Aussi, je vous demande d'écouter avec attention ce que va vous dire Guillaume. Merci à tous. Merci. Monsieur le Président, je vous remercie. Donc, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue pour cette journée de battue de régulation d'espèces sangliers sur Chambord. Il vous a été remis à chacun ce matin un carton de battue sur lequel vous trouverez donc les plans des tracts que nous allons réaliser aujourd'hui, ainsi que le numéro du poste qui vous a été attribué pour chacune d'elles, et le numéro du véhicule qui vous y conduira. Vous trouverez également des consignes de discipline et de sécurité. Je vais immédiatement vous détailler. Tous les déplacements devront se faire armes déchargées et placées sous étui ou démontées. Vous ne pourrez charger vos armes qu'après le premier coup long indiquant le début de tract. Vous les déchargerez obligatoirement à la fin de chaque track annoncé par 3 coups longs. C'est prêt à gauche! Prêt à droite! Allez, allez, va! La sécurité reste un des soucis permanents, un de nos soucis permanents au niveau des battues. Tout est fait en sorte pour que la chasse se déroule de la façon la plus sécurisée qu'il soit, tant au niveau de l'aménagement qu'au niveau des consignes qui sont données. Donc tous les postes sont bien matérialisés sur le terrain. Les chasseurs, une fois postés, ont pour consigne de ne pas se déplacer, pour quelque raison que ce soit. Les allées de tir sont suffisamment larges et nettoyées pour offrir un grand angle. Les postes sont également rapprochés de manière à favoriser le tir avec un angle suffisant. Au niveau des consignes, il faut être assez strict. Donc les principales, ce sera de ne pas bouger de son poste, de tirer uniquement au rond-bûcher en respectant un angle de 30 degrés avec les deux voisins. Et également quelque chose qu'il convient de rappeler aux chasseurs, c'est de bien maintenir leur arme chargée en cours de battue, canon vers le ciel et pas dans le creux du bras. Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, cette journée de battue, accordée par la Présidence de la République, a été organisée par le personnel du domaine national de Chambord avec le concours des rabatteurs, des maîtres chiens et de la gendarmerie. Au cours de cette journée, vos invités ont tiré 123 coups de feu et prélevé 35 sangliers. Sonneur, les honneurs. Présentez. Ça,
Le tableau est associé à l'image de Chambord, de par le passé du domaine et des chasses présidentielles. Il revêt un caractère formel attendu par la plupart des tireurs. Les cerfs commencent à perdre leur bois donc à partir de la mi-février, au moins pour les cerfs les plus matures, et jusqu'à fin mars, voire un petit peu après pour les cerfs les plus jeunes. Donc nous passons le début du printemps à rechercher ces mues qui sont nécessaires à l'établissement d'un indicateur qualitatif sur l'état des cerfs mâles adultes, ce qui nous permet entre autres de savoir si l'effectif de cervidés est adapté à la capacité d'accueil du milieu. Donc en résumé, si la qualité des trophées baisse, on peut penser que soit il y a trop d'animaux, soit que le milieu n'est pas suffisamment riche pour accueillir autant d'animaux, et que ça se traduit donc sur la qualité des trophées. On commence par le droit. Oui. 1 kg 0,30. Il est léger. Il est estimé à quel âge, lui? 15 ans. Une quinzaine d'années, une bonne quinzaine. Longueur de Gildas, 77. Ce que nous avons essayé de faire, c'est une pré-réunion avec certains collègues pour essayer de savoir si les gros bois avaient déjà été décrits au Brame. Donc ça permet de mettre la référence du cerf. Alors c'est plus facile si on a on a la paire ou les deux bois plutôt qu'un seul. Et donc c'est le complément des dessins que nous avons faits, des photos qui ont été prises par les différents chasseurs photos. Et c'est aussi une confirmation qu'on pensait que c'était bien lui. L'année dernière, à la Saint-Gildas, donc c'était au mois de janvier, il y a un cerf qui est entré dans la cour. Le 28 février, il a perdu un bois sur la pelouse et j'ai eu la chance qu'un quelqu'un du domaine, le major, ait trouvé l'autre bois pour faire une paire. Et cette année, le même jour, la même nuit, il est venu, il a passé la nuit à la maison, il a perdu un bois. J'ai trouvé l'autre un mois après, qui était pourtant à 15 mètres. On estime que ce cerf-là a 15 ans. Donc c'est un vieux cerf et paraît-il que les vieux cerfs s'approchent des habitations dans leur vieil âge. Chambord est en quelque sorte un patchwork de milieux qui donne la richesse à Chambord, tant au niveau faunistique que floristique. Chambord est d'ailleurs classé par 2 fois au titre du réseau Natura 2000. Une de nos missions sera de rédiger les documents d'objectifs relatifs à ces zones Natura 2000. C'est un milieu très riche pour la biodiversité, avec une dizaine d'étangs, avec des zones de landes à bruyère, plus de 400 mares, des territoires ouverts, 150 à 200 hectares de prairies à gibier, des landes, des friches, une forêt plutôt clairiérée où la lumière arrive bien au sol et qui permet en fait un apport de nourriture important pour les cervidés.
On a du martin pêcheur, on a du grèbe, on a quelques espèces de canards, mais beaucoup moins riches quand même que la sologne. On a quelques milouins qui stationnent. On a de temps en temps des passages de grands aigrettes ou des aigrettes garzettes. On a quelques cormorans, bien sûr. On a eu la chance l'année dernière d'avoir une reproduction de grèbe à cou noir sur les étangs de Montrieux. Chambord compte 7 couples de balbuzards pêcheurs, qui ont fait le deuxième noyau important de la France métropolitaine avec la forêt domaniale d'Orléans, distante d'une centaine de kilomètres. Donc les premières reproductions de balbuzards ont eu lieu en 1995 et la population n'a cessé d'augmenter d'année en année. On compte actuellement donc 7 couples de reproducteurs sur l'ensemble des 5440 hectares. Nous avons aussi 3 couples d'autour des palombes, 3 couples de circailles de Jean Leblanc, bien répartis sur l'ensemble du domaine. Chambord reste un domaine mythique et c'est vrai que c'est toujours un plaisir de travailler ici dans un cadre exceptionnel avec un château magnifique et puis un domaine préservé, naturellement riche, avec une équipe rodée qui aime son travail. Donc c'est vrai qu'on tâche de poursuivre l'entretien de ce domaine, d'accueillir des chasseurs heureux mais également du public toujours plus nombreux. Je crois de plus en plus que l'avenir du domaine national, c'est de prendre de plus en compte les préoccupations écologiques et de développement durable. À Chambord, on fait en réalité du développement durable depuis 5 siècles, et sans le savoir, et ce qui est peut-être pire, sans le dire. Donc dans les années qui viennent, nous allons mener des actions afin de faire de Chambord de plus en plus un château vert dans un domaine particulièrement protégé.